Ce matin-là était un jeudi ordinaire. Le métro de Lyon à 7h40 sentait le café thermos, le déodorant appliqué à la hâte, la fatigue collective d'une ville qui n'a pas encore décidé si elle est réveillée ou pas. Je me suis accrochée à la barre de métal froid et j'ai observé les gens autour de moi. Pas par ennui, mais par habitude. 13 ans à travailler en propriété intellectuelle pharmaceutique t'apprennent à lire les patterns, à remarquer ce qui n'est pas dit, à voir ce qui se trouve sous la surface. Personne dans ce wagon ne savait que j'étais sur le point d'être écartée. Personne ne saurait pendant des semaines que cet écartement allait se révéler être l'erreur la plus coûteuse que Novalène Pharma commettrait cette décennie. Ce que les gens voyaient, c'était simplement une femme de 46 ans, veste tailleur bleu marine bien coupée, sac en cuir qui avait coûté ce qu'il devait coûter, retournant une fois de plus dans un endroit où elle avait passé plus d'une décennie à construire quelque chose que presque personne ne comprenait complètement. Sauf moi. Je m'appelle Isabelle Marchais. J'ai été directrice de la propriété intellectuelle de Novalène Pharma pendant 13 ans. J'étais. Le temps du verbe compte quand tu as passé autant d'années dans un endroit. Quand tu es la personne qui a construit un département depuis zéro, quand tu es littéralement la seule au sein de l'organisation à comprendre entièrement le fonctionnement des processus critiques, le passé ne te lâche pas facilement. Novalène Pharma occupe un immeuble de verre dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon. Le genre d'immeuble avec une réception en marbre et de l'art contemporain sur les murs qui a coûté plus que mon salaire annuel. Je suis arrivée à 8h50. Pierre, l'agent de sécurité du hall, me connaissait depuis le premier jour. Il avait travaillé là pendant 11 ans. Il me demandait toujours comment ça allait. Ce jeudi-là, il ne m'a rien demandé. Il m'a regardé avec ce regard particulier que quelqu'un a quand il sait quelque chose que tu ne sais pas encore. Je suis montée au 9e étage. Mon bureau était intact. Le clavier ergonomique que j'avais apporté de chez moi parce que le clavier de l'entreprise était une agression contre les poignets. La photo de mes parents en Bretagne dans le coin du moniteur. Le cahier Bordeaux où je notais les échéances à la main parce que le papier n'a jamais de mise à jour forcée au pire moment. Tout en place. Mais quelque chose dans l'air était différent. La qualité du silence. La façon dont mes collègues me regardaient sans vraiment me regarder. Je savais ce qui s'en venait. Il y avait eu des signes dans les jours précédents, petits, subtils, le genre de choses que tu remarques uniquement si tu as entraîné ton œil à lire les patterns. Le mardi, Romain Favier, notre nouveau directeur de l'innovation corporative de 32 ans, m'avait convoqué à une présentation sur la vision stratégique pour le département pays. 30 diapositives. Le mot « transformation » apparaissait au moins une fois dans chacune. Transformation digitale, transformation des processus, transformation des talents. La diapositive de couverture avait des flèches pointant vers le haut. Le sous-titre était « Renouveau par l'énergie nouvelle ». Romain venait d'un cabinet de conseil international. Il parlait vite, gesticulait beaucoup, utilisait des termes comme « disruption »,« agile framework »,« design thinking », comme s'il s'agissait de mots de passe pour un club auquel il appartenait et auquel je n'appartenais pas. Il avait 15 ans d'expérience en moins que moi dans le secteur. Mais il avait été recruté comme mon nouveau supérieur parce que l'entreprise était en mode réinvention. C'était le mot que j'entendais dans les couloirs. Réinvention. Comme si 32 ans pouvaient réinventer ce que 46 ans de savoir accumulé avaient construit. Le mercredi, j'avais reçu une invitation de réunion de sa part pour 9h précises le jeudi. Ce n'était pas un horaire normal. Les réunions normales ne commencent pas à 9h précises un jeudi. C'est du code corporate. Tu apprends ces codes après des années dans le monde de l'entreprise. 9h précises un jeudi ne signifie qu'une chose. J'avais bien dormi cette nuit-là. Non pas par déni, mais parce que j'avais déjà traité ce qui venait. Quand tu vois l'échec et maths 3 coups à l'avance, tu as le temps de te préparer émotionnellement. Je me suis habillée ce matin-là avec soin. Ma meilleure veste. Un chemisier en soie que ma mère m'avait offert à Noël 2 ans auparavant. Des chaussures qui font mal après 4 heures, mais qui ont exactement l'allure qu'elles doivent avoir. Quand tu sais qu'on va essayer de te diminuer en présence,
Il vaut mieux arriver en étant plus. Romain attendait dans la grande salle de réunion, celle avec les baies vitrées qui donnent sur tout l'open space, où tout le monde peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Il était debout quand je suis entrée. Il avait cette posture de quelqu'un qui a regardé des vidéos YouTube sur « Comment annoncer une mauvaise nouvelle avec élégance corporative ». Il a proposé un café. J'ai refusé. Une tasse vide devant moi valait mieux que sembler vouloir du café pendant que je recevais une sentence. « Isabelle », a-t-il commencé, avec ce ton qu'on enseigne dans les cours de gestion des ressources humaines. « Tu as été formidable pour cette entreprise. Absolument fondamentale. Mais le moment est venu d'une restructuration. L'entreprise entre dans une nouvelle ère, de nouveaux visages, une nouvelle énergie, des méthodes plus agiles. Le conseil d'administration a décidé qu'il nous faut des profils différents pour piloter ce département. Je l'ai écouté sans ciller. Mon visage n'a pas bougé. Il avait une tache de café sur sa cravate. Café sur cravate grise, petite mais visible. Il avait quitté son appartement en courant, probablement. Personne n'est serein quand il licencie quelqu'un qu'il sait, au fond, qu'il n'aurait pas dû licencier. « On va recruter une stagiaire en droit », a-t-il continué. Quelqu'un de moins de 25 ans, avec une énergie nouvelle, qui comprend la technologie, l'innovation, sans les schémas traditionnels. Tu pourrais servir de mentor si tu le souhaitais. Transmettre le savoir, ce serait précieux pour l'entreprise. Mentor, ce mot étrange que les entreprises utilisent quand elles veulent dire « tu es trop vieille pour faire ce que tu fais ». Mais tu pourrais peut-être servir à quelque chose de plus décoratif, quelque chose qui nous fasse sentir qu'on a été bienveillant dans la transition. J'ai laissé le silence durer 2 secondes complètes après qu'il a fini de parler. 2 secondes dans une salle de réunion, c'est une éternité. « Et l'olfaménil 47 » ai-je demandé. Ma voix était parfaitement calme, comme si je demandais le menu de la cantine. Romain a cligné des yeux. « Quoi ? » L'annuité du brevet de l'olfaménil 47. Quand est-ce qu'elle expire? Il a ouvert la bouche et l'a refermée. Ah, la stagiaire s'en occupera. Tu lui passeras toute la documentation nécessaire, bien sûr. J'ai souri. Ce sourire corporatif vide qu'on apprend après de nombreuses années. Le sourire qui ne dit rien parce que dire quelque chose à ce moment-là aurait des conséquences que je ne voulais pas encore. Très bien, ai-je dit. Profitez bien du brevet. Il n'a rien compris. 10 minutes plus tard, j'étais dans l'ascenseur avec quelqu'un des RH d'une vingtaine d'années qui avait probablement été recruté spécifiquement pour ce genre de situation. Il m'a donné une enveloppe. Indemnité, droit, instruction pour rendre le badge. J'ai récupéré mes affaires. Il n'y en avait pas beaucoup. Une photo de mes parents. Un livre de propriété intellectuelle tellement annoté dans les marges qu'il ne restait presque plus d'espace blanc. Un stylo reçu lors d'un congrès à Paris il y a 7 ans. J'ai rendu le badge. Je suis sortie du bâtiment à 10h20. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Sans musique, sans podcast, sans rien d'autre que le bruit de la circulation et une pensée qui tournait lentement autour d'une date. 3 jours. J'étais partie avec exactement 3 jours de marge. L'olfaménil 47 était le brevet principal de Novalène, un anti-inflammatoire sélectif que l'entreprise avait développé en interne il y a 11 ans, avec exclusivité commerciale en France et dans 8 pays européens. Il générait environ 12 millions d'euros par an en redevances et licences. Et la taxe de maintien auprès de l'INPI expirait dans 72 heures. J'étais la seule personne dans cette entreprise à le savoir par cœur. Non pas parce que je le cachais, parce que personne d'autre ne faisait attention. J'avais un système. Des alertes sur mon ordinateur personnel, dans mon agenda physique, dans le cahier Bordeaux. Chaque annuité, chaque délai de dépôt, chaque fenêtre de renouvellement des 43 actifs du portefeuille pays de Novalène était catalogué dans ma tête avec une précision qui avait pris 13 ans à construire. Ils venaient de licencier la seule personne qui savait tout ça, et ils avaient confié le département à une stagiaire de 22 ans qui apprenait encore la différence entre une marque déposée et un brevet. Je suis arrivée chez moi à 11h.
Mon appartement dans le 6e arrondissement de Lyon. Un salon lumineux, une cuisine où je passe réellement du temps, un bureau avec des étagères du sol au plafond. Je n'ai appelé personne. Je n'ai envoyé aucun message. Je ne suis pas allée sur les réseaux sociaux. Quand tu découvres quelque chose d'aussi important, la première chose que tu apprends est que le silence est du pouvoir. Le silence absolu est du pouvoir absolu. J'ai fait chauffer de l'eau. J'ai préparé un thé, du thé du Yunnan que j'achète dans une épicerie asiatique du quartier et qui prend exactement 4 minutes d'infusion pour être parfait. J'ai regardé la vapeur monter de la tasse. J'ai pensé à l'olphaménil 47. J'ai pensé au délai. J'ai pensé à Romain et ses 30 diapositives sur la transformation. J'ai pensé au mot « mentor » et à tout le mépris qui peut tenir dans si peu de syllabes. Et j'ai fait ce que n'importe quelle personne sensée ferait à ma place. Je n'ai rien fait. Cela demandait plus de discipline qu'on ne pourrait le penser. Il y a une voix en soi, celle qui se forme après des années à se sentir responsable de quelque chose d'important, qui dit « Préviens-les, envoie un mail, appelle quelqu'un ». C'est le même instinct qui me faisait vérifier mon téléphone en vacances, qui me faisait calculer des échéances pendant que je dînais en famille. Cette voix ne se fait pas facilement taire. Mais il y en a une autre, plus profonde, plus calme, celle qui dit « Tu n'es pas responsable des conséquences des décisions que tu n'as pas prises ». L'entreprise avait fait son choix. Un choix réfléchi, annoncé avec des termes corporate soigneusement formulés, exécuté un jeudi à 9h du matin avec une tasse de café que j'avais refusée. J'ai fait taire la première voix. J'ai écouté la seconde. Le vendredi a été tranquille. J'ai fait ce que je ne fais jamais quand je travaille. Je suis allée à une librairie du 2e arrondissement que je consulte mentalement depuis des mois. J'ai acheté 4 livres. J'ai déjeuné dans un bouchon lyonnais où je n'étais jamais entrée malgré des années à passer devant. Je n'ai pas pensé au délai. Je n'ai pas consulté mon téléphone toutes les 10 minutes. J'ai réalisé, assise à cette table avec un livre ouvert devant moi, que c'était probablement le premier vendredi en 13 ans où je m'étais vraiment reposée. Parce que quand tu es la personne qui sait tout, le repos n'est jamais complet. Tu peux être à un dîner d'anniversaire, à la salle de sport, en train de dormir, et une partie de toi surveille toujours, vérifie toujours, porte toujours les délais dans la tête comme une liste qui ne peut pas s'oublier. Ce vendredi-là, la liste s'était arrêtée de tourner. Le samedi, il a plu. Cette pluie lyonnaise de début novembre qui tombe sans prévenir et qui rend la ville plus belle d'une certaine façon, toutes les tuiles mouillées et les lumières qui se reflètent sur les pavés. J'ai appelé ma mère en Bretagne. On a parlé plus d'1 heure. Pas de travail, je ne lui avais encore rien dit, mais de mon neveu qui venait d'être admis dans une grande école, du jardin qu'elle était en train de transformer, de toutes ces conversations qui se déroulent dans les espaces entre les urgences. Le dimanche a été encore plus calme. Mon téléphone professionnel a été désactivé le dimanche après-midi. Sans message, sans mail, sans alerte. 23 ans de communication professionnelle remplacés par un silence complet. C'est une sensation étrange, ce silence. Je pensais que ça allait me manquer. Ce que j'ai ressenti, c'est surtout de la légèreté. Le lundi, Sophie m'a envoyé un message sur WhatsApp. Sophie était une collègue de longue date, chercheuse, intelligente, quelqu'un que j'appréciais sincèrement. J'ai appris que tu étais partie. Tout va bien? Tu vas bien? J'ai répondu avec un emoji de pouce levé. Rien de plus. Le mardi après-midi, Sophie a écrit à nouveau. Isabelle, c'est la panique ici. La stagiaire ne peut pas accéder au système de gestion pays. Elle ne connaît pas le mot de passe. Tu peux l'envoyer? Le mot de passe. Le système que j'avais mis en place en 2017, personnalisé pendant 2 ans pour le portefeuille spécifique de Novalen, avec tous les délais d'annuité, tous les documents de dépôt, tous les processus catalogués et organisés. Le mot de passe que j'avais changé la veille de mon licenciement. Protocole standard de départ. Je n'ai pas répondu à Sophie. Je l'ai laissé en « vu ». Vu, c'est pire qu'ignorer d'une certaine façon, parce que ça dit « j'ai lu, j'ai vu ta panique » et j'ai choisi de ne pas répondre. Ce n'était pas de la cruauté,
C'était de l'autoprotection. Et c'était aussi une décision consciente de ne pas intervenir dans un processus qui n'était plus de ma responsabilité. Le mercredi, l'intensité a monté. Sophie a envoyé plusieurs points d'interrogation. Puis, sérieusement? Avec 2 points d'exclamation. Puis un long message. Isabelle, il y a un brevet qui expire demain et personne ici ne sait comment le renouveler. Comment on dépose l'annuité à l'INPI? La stagiaire a essayé d'entrer dans le système et n'a pas pu. Romain a appelé 3 cabinets d'avocats, mais ils disent qu'il leur faut au moins 1 semaine pour comprendre le portefeuille. Demain. S'il te plaît, réponds. J'avais laissé de la documentation. Tout était dans le système partagé, dans les manuels internes, dans les procédures que j'avais écrites et réécrites pendant des années, parce que je croyais en une documentation robuste. Le problème était que personne n'avait eu le temps de lire les manuels internes quand tout fonctionnait bien. Et quand les choses cessaient de fonctionner, il n'y avait plus de temps pour apprendre. Le jeudi matin, Sophie a appelé. Je n'ai pas décroché. Puis elle a envoyé un message. Le délai, c'est demain, vendredi à 17h30. L'annuité. Comment tu n'as prévenu personne? Comment personne ne savait? Je savais. J'étais l'entreprise, dans ce sens-là. Et il m'avait licencié. Le jeudi après-midi, Romain a appelé. Isabelle, on a fait une erreur. On est allé trop vite. On a besoin de toi d'urgence. Il y a un brevet qui expire. Romain, ai-je dit, avec un calme parfait. Qui est le nouveau visage que vous avez recruté? Silence. Tu m'as dit qu'il vous fallait de l'énergie nouvelle, de l'innovation, quelqu'un sans les schémas traditionnels. Pause. Je ne suis plus le visage de l'entreprise. Bonne chance. J'ai raccroché. Il a rappelé. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé encore. Je n'ai pas décroché. Il a envoyé des messages désespérés. Je les ai mis en sourdine. Le vendredi à 7h du matin, c'est Mathieu Leroux qui a appelé. Le PDG. L'homme qui en 13 ans m'avait parlé directement peut-être 5 fois. Isabelle, on a commis une grave erreur. N'importe quelle condition que tu poses. Comment tu peux revenir aujourd'hui? Sa voix était celle de quelqu'un qui avait descendu des escaliers trop vite et qui perdait l'équilibre. Mathieu, ai-je dit, il est 7h du matin. Je sais, on a encore 10 heures, il y a encore du temps. Non, Mathieu, vous ne comprenez pas ce que vous avez perdu. Vous avez perdu 13 ans de savoir spécifique. Et ce savoir n'existe pas dans un document, il n'existe pas dans un manuel. Il existe dans la tête de la personne qui a passé 13 ans à construire et affiner chaque processus, chaque dépôt, chaque relation avec l'INPI. Et cette personne n'est plus là. Long silence. Combien tu veux pour revenir aujourd'hui? Je ne suis pas disponible aujourd'hui. Vous pouvez parler avec mon avocate. J'ai raccroché. J'ai appelé Valérie, mon avocate de confiance, qui savait déjà tout. Je lui avais exposé la situation générale depuis le mercredi. Prête? M'a-t-elle demandé. Prête. Laisse faire, m'avait-elle dit avant. Laisse-les essayer de renouveler avec pénalité. Laisse-les dépenser de l'argent en se trompant. Ensuite, on négocie avec beaucoup plus de force. Elle avait raison. Le vendredi à 17h32, le délai a expiré. L'annuité de l'olfaményl 47 a expiré sans paiement, sans dépôt, sans rien. Un brevet de 12 millions d'euros par an est entré en état de défaillance auprès de l'INPI. Les appels ont commencé en cascade. Des avocats, des consultants externes, des tentatives désespérées de comprendre ce qui s'était passé et ce qui pouvait être fait. La réponse était « renouvellement tardif avec pénalité, si effectué dans un délai supplémentaire, avec la bonne documentation, avec un cabinet qui comprenait les procédures spécifiques de l'INPI pour ce type d'actif. Coût supplémentaire estimé, 1 400 000 euros. Plus les honoraires, plus les semaines de travail perdues, pendant que tout le portefeuille restait en situation d'incertitude. Et pourtant, personne là-bas ne savait exactement quoi faire. Parce que renouveler l'annuité d'un brevet pharmaceutique à l'INPI, ce n'est pas simplement payer une taxe. C'est naviguer un système spécifique, avec des formulaires spécifiques, avec des champs qui refusent le mauvais format, avec des procédures internes dans le délai officiel. J'avais fait ce dépôt 24 fois de suite, sans erreur. C'était un processus qui me prenait 30 minutes à tête reposée. Pour quelqu'un qui apprenait depuis zéro, sous pression,
C'était une affaire de jours, et il n'y avait plus de jours. Romain a été licencié 2 semaines plus tard. Réorganisation stratégique était le communiqué officiel. Mais tout le monde dans le secteur savait. Il avait compromis 12 millions en revenus annuels. Il avait transformé de l'or en incertitude juridique. Le nouveau visage qui allait réinventer le département pays avait duré 3 semaines et demie. Mon arrangement avec Novalène a pris 5 mois à se finaliser. Valérie a construit un dossier solide autour de la discrimination par l'âge. Le langage de Romain sur le nouveau visage, la décision de remplacer une directrice senior par une stagiaire, l'absence d'évaluation de performance négative en 13 ans. Le résultat a été une indemnité équivalente à 2 ans et demi de salaire, couverture intégrale des frais d'avocat et une clause de conseil pour 18 mois à tarif de marché. 6 mois après mon licenciement, j'ai ouvert Marchais IP Conseil, une structure de conseil en propriété intellectuelle spécialisée dans les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie. Construire une clientèle n'a pas été difficile. Dans le secteur pharmaceutique français, les spécialistes avec 13 ans d'expérience concrète en pays ne courent pas les rues. En 6 mois, j'avais 3 clients qui payaient plus que Novalène ne m'avait jamais payé. En 1 an, j'avais une liste d'attente. J'ai appris plusieurs choses avec tout ça. J'ai appris que les entreprises confondent fréquemment nouveau visage avec nouvelle idée. Ce sont des choses très différentes. Les nouvelles idées ont besoin d'expérience pour être mises en œuvre. Sans expérience, les nouvelles idées ne sont que des présentations avec des flèches pointant vers le haut. J'ai appris que le savoir spécialisé profond ne peut pas être entièrement documenté. On peut écrire des manuels, et j'en ai écrit beaucoup, mais le manuel ne capture pas les années de calibrage, d'ajustement fin, de comprendre non seulement quoi faire, mais pourquoi le faire d'une façon et pas d'une autre. J'ai appris que le silence, appliqué au bon moment, est la forme de communication la plus puissante. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Et j'ai appris que parfois, ce qui peut arriver de mieux, c'est d'être libéré de l'endroit où tu étais invisible. Un dimanche de décembre de l'année suivante, Mathieu m'a appelé. La voix était différente de celle des 7 heures du matin du vendredi de crise. C'était la voix de quelqu'un qui avait appris une leçon coûteuse et qui essayait de construire quelque chose de différent sur les ruines. Isabelle, on voudrait t'inviter comme consultante externe de Novalène. Dans les termes que tu préfères, 20 000 € par mois, 12 mois garantis. J'ai écouté, j'ai réfléchi un moment. Tu peux en parler avec Valérie. Non pas parce que j'avais besoin de l'argent, j'en avais besoin bien sûr, tout le monde en a besoin, mais parce que 20 000 € par mois de la part de Novalène était la confirmation de quelque chose que je savais déjà. On ne m'avait pas licenciée parce que j'étais moins précieuse. On m'avait licenciée parce que quelqu'un avait confondu la valeur d'une personne avec la surface qu'elle présente. J'ai accepté la mission de conseil, et je travaille avec Novalène jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, à mes conditions, à mes horaires, avec mon nom sur la porte de la structure que j'ai construite. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de gagner, c'est de laisser l'autre perdre tout seul et d'apparaître au bon moment pour se faire payer ce qu'on a toujours valu. Mais laisse-moi revenir au commencement, parce que le commencement compte. 13 ans dans un endroit te façonne d'une manière que tu ne perçois que lorsque tu en sors. Je suis entrée chez Novalène à 33 ans, après 6 ans dans un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle, parce que l'entreprise montait un département interne et avait besoin de quelqu'un capable de naviguer l'INPI les yeux fermés. J'ai été la 2e personne recrutée pour le département. La première était une assistante administrative qui est partie après 2 ans. Ensuite, j'ai été seule pendant presque 3 ans, jusqu'à ce qu'on recrute 2 autres personnes. Construire un département depuis zéro, ça signifie bien plus que recruter des gens et acheter des logiciels. Ça signifie créer une culture, créer des processus, créer une mémoire institutionnelle. Ça signifie que chaque fois qu'il y a une décision sur un actif de pays,
un nouveau brevet à déposer, une licence à négocier, une annuité à renouveler, une opposition à contester. Il existe une personne qui comprend le contexte complet de cette décision, qui sait pourquoi ce composé a été développé, quelle est l'histoire du dépôt, quels risques existent dans le portefeuille, ce que les concurrents font dans le même espace. Cette personne, c'était moi. Et l'ironie qui n'est devenue complètement claire qu'après ma sortie, c'est que ce type de compétence est presque invisible quand il fonctionne. Quand une machine fonctionne parfaitement, tu ne penses pas à l'ingénierie qui la maintient. Tu ne penses à l'ingénierie que lorsque la machine tombe en panne. Et quand la machine tombe en panne au pire moment possible, alors tu comprends ce qui soutenait tout. C'était moi qui soutenais tout. Romain ne le savait pas. Avec 32 ans et une carrière dans le Conseil stratégique international, il n'avait jamais géré un portefeuille de propriété intellectuelle. Il distinguait probablement à peine un brevet d'une marque déposée. Pour lui, le département PI était un ensemble de processus bureaucratiques que n'importe quelle personne intelligente pourrait apprendre en quelques semaines. Une stagiaire jeune avec de l'énergie et de la motivation vaudrait plus qu'une directrice de 46 ans avec 13 ans d'expérience spécifique. C'est une façon de penser qui a un nom. Ce n'est pas seulement de l'arrogance d'entreprise, bien que ce le soit aussi. C'est un type spécifique d'aveuglement envers la connaissance tacite, envers l'expertise qui ne rentre pas dans un CV, qui n'apparaît pas dans une présentation PowerPoint, qui ne se manifeste que dans la qualité constante du travail sur la durée. J'ai des amis qui ont vécu des versions différentes de ça. Une médecin supplantée dans un hôpital par quelqu'un de plus jeune, parce que le nouveau directeur voulait rajeunir l'équipe. Une ingénieure avec 20 ans d'expérience écartée parce que la boîte se concentre sur l'innovation. Une chercheuse brillante passée après un candidat plus jeune parce que on a besoin de perspectives fraîches. Toutes compétentes, toutes invisibles jusqu'au moment où leur compétence est devenue urgente. Ce n'est pas nouveau. Mais ça fait mal, même quand on est préparé. Dans les jours entre mon licenciement et l'expiration du délai, j'ai eu le temps de penser à des choses qui restent normalement enfouies sous le travail. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais construire. Pas au sens abstrait du prochain chapitre de ma vie, au sens concret. Quel client veux-je accompagner? Quelle structure de travail veux-je avoir? Combien je veux facturer? Avec qui je veux travailler? Parce que quand tu passes 13 ans dans une entreprise, surtout dans les dernières années, tu arrêtes de te poser ces questions. La structure existe, tu es dedans, et tu t'adaptes à la structure plutôt que de créer la tienne. Être licencié m'a forcé à créer la mienne, et c'est la chose la plus libératrice qui me soit arrivée dans ma carrière professionnelle. Pendant ces 3 jours d'attente, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, j'ai lu les livres achetés à la librairie du 2e. J'ai marché dans Lyon sans destination précise, traversé la presqu'île, longé les quais de Saône. J'ai préparé du thé avec soin, sans hâte. Et à un moment de ce week-end, j'ai réalisé que j'étais en train de vivre quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Du temps qui m'appartenait complètement. Pas le temps libre qu'on prend malgré le travail. Le temps où physiquement tu te reposes, mais mentalement tu surveilles des délais, tu réponds à des mails dans ta tête, tu anticipes des problèmes. Du temps réel, complet, sans aucune fraction réservée à l'entreprise. C'était étrange et merveilleux à la fois. Le lundi, Sophie m'a réécrit. « Isabelle, personne ici ne sait comment marche le système de gestion. La stagiaire a tout essayé. Tu peux au moins nous envoyer le manuel ?» Le manuel était dans le serveur partagé. Dossier procédure, sous-dossier pays, fichier intitulé manuel_gestion_portefeuille_v5.pdf. 142 pages. Je l'avais mis à jour pour la dernière fois 7 semaines auparavant. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que ce n'était plus de ma responsabilité. La décision de me mettre à la porte avait été prise. J'étais cohérente avec cette décision. Le mardi matin, le système d'alerte automatique que j'avais configuré a envoyé le rappel programmé à l'adresse mail du département PI. Rappel.
Annuité olphaménil 47 expire dans 48 heures. Action requise, effectuer le paiement auprès de l'INPI. Le mail est arrivé dans une boîte de réception que personne ne surveillait. La stagiaire ne savait pas que cette boîte existait. Romain ne l'avait jamais vue. L'alerte que j'avais configurée avec tant de soin était parfaitement inutile, parce que la seule personne qui savait qu'elle existait n'était plus là. C'est aussi une métaphore. Les systèmes ne fonctionnent pas seuls. Ils ont besoin de personnes qui les comprennent, qui les surveillent, qui agissent quand le système demande une action. Un système parfait entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire, c'est exactement la même chose que pas de système du tout. Ce qui s'est passé ensuite, Novalène l'a vécu à travers une série d'appels de plus en plus désespérés. Des avocats, des consultants, des tentatives de renouvellement tardif avec pénalité qui ont coûté bien plus que ce que mes 13 ans de salaire avaient jamais représenté en termes d'écart de revenus. J'étais dans mon appartement lyonnais quand le délai a expiré. Dans le salon, avec une tasse de thé du Yunnan et un livre. La lumière de Lyon en fin de journée avait cette qualité particulière d'un vendredi d'automne, orange et douce. Le genre de lumière qui donne l'impression que quelque chose se termine et que quelque chose commence en même temps. À 17h33, le téléphone a commencé à sonner. Je n'ai pas décroché. J'ai posé le livre, j'ai regardé la lumière sur les toits, et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'équilibre. Pas de la joie, pas de satisfaction face à la souffrance des autres, de l'équilibre. La sensation que le monde était cohérent avec lui-même. Mon accord avec Novalène a pris 5 mois à se finaliser. Valérie a construit un dossier solide. La discrimination par l'âge était documentable. La formulation de Romain sur le « nouveau visage ». La décision de remplacer une directrice senior par une stagiaire, l'absence d'évaluation négative pendant 13 ans. Le résultat, indemnité équivalente à 2 ans et demi de salaire, honoraires d'avocate couvert, mission de conseil de 18 mois. Marché IP Conseil fonctionne depuis 1 an et demi maintenant. 4 clients réguliers. Une liste d'attente depuis le 3e mois. Des projets qui me passionnent vraiment, pas seulement des processus à maintenir. Et quand Mathieu appelle, j'écoute. J'évalue. Je réponds si ça m'intéresse. À mon tarif. À mes conditions. Parce que c'est ainsi que les choses auraient toujours dû se passer. Il y a quelque chose que je veux dire sur ce qui s'est réellement perdu quand je suis partie. Pas le brevet. Ça, c'était récupérable finalement, avec suffisamment d'argent et suffisamment d'avocats. Ce qui s'est perdu, et qui n'a pas de prix de récupération simple, c'est ce qu'on appelle dans le milieu la connaissance institutionnelle. Et la connaissance institutionnelle est la chose la plus sous-évaluée dans n'importe quelle organisation, jusqu'au moment où son absence devient catastrophique. Quand tu gères le portefeuille de propriété intellectuelle d'une entreprise pharmaceutique pendant 13 ans, ce que tu accumules n'est pas simplement de l'information. C'est du contexte, c'est de l'histoire. C'est une compréhension du pourquoi de certaines décisions prises il y a 5 ans qui semble étrange sans ce contexte. C'est savoir que le composé Y présente un risque spécifique d'opposition, parce qu'un concurrent japonais développe quelque chose de similaire. C'est se souvenir que le licencié belge a une clause particulière dans son contrat, qui requiert une notification préalable de 60 jours pour tout changement de portefeuille. C'est connaître le chargé de dossier à l'INPI, qui traite les brevets pharmaceutiques, et savoir que si tu présentes certains arguments d'une façon spécifique, la probabilité de résolution favorable augmente. Rien de tout cela n'est dans aucun manuel. Rien de tout cela n'apparaît dans aucune présentation PowerPoint. Tout cela existe uniquement dans la tête de la personne qui l'a vécu, qui l'a construit, qui l'a affiné pendant des années. C'était moi, cette personne. Et l'entreprise qui m'a licenciée a pensé qu'elle avait mes heures de travail. Elle n'a pas compris qu'elle avait 13 ans de contexte vivant, de connaissances accumulées, de mémoire institutionnelle qui ne peut pas se transférer dans un processus de passation de 2 semaines, ni s'enseigner à une stagiaire de 22 ans dans aucun délai raisonnable. Ce malentendu leur a coûté cher. Il y a quelque chose que j'aimerais que les personnes qui lisent ceci comprennent. Je ne raconte pas cette histoire par satisfaction face au désastre de Novalène. L'entreprise a continué d'exister. L'erreur a été grave, mais pas terminale. Les gens qui y travaillaient,
dont des collègues que je respecte sincèrement, ont eu des mois difficiles à cause d'une décision qu'ils n'avaient pas prise eux-mêmes. Je raconte cette histoire parce qu'elle est représentative de quelque chose qui arrive plus souvent qu'on ne le signale. L'invisibilité systématique du savoir spécialisé, en particulier quand ce savoir est entre les mains de femmes de plus de 45 ans dans des organisations en mode renouveau. Il y a un pattern. Je le vois dans des conversations avec des collègues, dans des cas qui me parviennent en tant que consultante, dans les récits de personnes que je connais dans le secteur. L'entreprise décide qu'elle a besoin d'énergie nouvelle. Elle identifie quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui est là depuis longtemps, quelqu'un dont le travail est profond mais invisible. Elle le remplace par quelqu'un de plus jeune. Et elle découvre, généralement de façon coûteuse et inconfortable, que ce qui semblait être de la bureaucratie routinière était en réalité un écosystème complexe soutenu par une expérience qui ne peut pas être copiée ni déléguée sans le temps et la transition adéquats. Il n'y a pas toujours un brevet qui expire, mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un coût de la discontinuité que personne n'avait calculé correctement, parce que personne ne comprenait entièrement ce qui était remplacé. Moi, je le comprenais. Et j'ai choisi de laisser ce coût se manifester. Est-ce que c'était la bonne décision? C'est une question qu'on m'a posée. Honnêtement, je ne sais pas en termes moraux absolus. Je sais que c'était cohérent avec ma situation. Je n'avais aucune obligation contractuelle d'intervenir. J'avais été licenciée, mon accès révoqué, mes responsabilités terminées. L'entreprise avait pris une décision et vivait les conséquences de cette décision. Ce que je sais, c'est que la décision était juste pour moi. Elle m'a permis de sortir de cette situation avec les termes que je méritais. Elle m'a permis d'ouvrir Marchais IP Conseil avec une clarté sur ce que valait mon travail. Et elle m'a permis de travailler, dès le premier jour, dans mes conditions, et non dans les conditions que quelqu'un d'autre décidait qu'il me convenait d'avoir. C'est ce chapitre que je valorise le plus dans toute cette histoire. Pas l'expiration du brevet, pas l'accord économique, pas l'appel de Mathieu, mais la première mission de Marchais IP Conseil, avec un client qui avait besoin exactement de ce que j'offrais, qui a payé exactement ce qu'on avait convenu sans négocier, et qui m'a traité dès le premier instant comme la spécialiste que je suis. Cette première mission valait plus que tous les mois chez Novalen réunis. Pas en argent, en ce que ça représente de se sentir vu pour ce qu'on fait réellement. Si tu traverses quelque chose de semblable, si tu es invisible dans un endroit qui dépend de toi, si quelqu'un essaie de remplacer ton expérience par de l'énergie nouvelle, si tu as le sentiment que ce que tu as construit pendant des années n'est pas complètement reconnu, voilà ce que je peux te dire avec certitude. Le problème n'est jamais toi. Le problème, c'est la vision limitée que quelqu'un d'autre a de toi. Et quand cette vision est plus petite que ce que tu es réellement, tu as une décision à prendre. Te rétrécir pour y rentrer, ou sortir et grandir jusqu'à la vraie taille qui a toujours été la tienne. J'ai choisi de sortir. Et bien que le chemin ait été plus compliqué que prévu et plus douloureux que planifié, l'endroit où j'ai abouti est exactement là où j'aurais toujours dû être. À travailler sur ce que je sais faire, à être vu pour ce que je vaux, et à facturer ce qui correspond. Il n'y a pas de meilleure façon de terminer une histoire que celle-là. Une dernière chose sur le mot de passe que je n'ai pas transmis. Le système de gestion PI que j'avais mis en place en 2017 n'était pas simplement une base de données de documents. C'était un système de gestion intégré d'actifs de PI, avec des alertes automatiques, des calendriers d'échéance synchronisés avec le calendrier de l'INPI, des rapports trimestriels automatiques et des tableaux de bord d'état du portefeuille. J'avais mis presque 2 ans à le configurer comme je le voulais. J'étais allée à une formation à Paris spécifiquement pour apprendre à en tirer le meilleur. J'avais personnalisé chaque catégorie, chaque champ, chaque alerte, et seul moi savais le naviguer entièrement. Non pas par égoïsme, j'avais proposé des formations à plusieurs reprises. Mais il y a une différence entre proposer une formation et créer l'urgence de la recevoir. Quand les choses fonctionnent, personne ne ressent l'urgence d'apprendre.
Quand les choses tombent en panne, tout le monde veut apprendre, mais il n'y a plus de temps. Quand j'ai changé le mot de passe du système, le nouveau mot de passe, qui était une combinaison de chiffres et de lettres qui ne signifiait rien pour personne d'autre que moi, ce n'était pas un acte de sabotage calculé. C'était un protocole standard de départ. Tu changes tes mots de passe quand tu quittes un poste avec accès à des actifs de propriété intellectuelle confidentielle. Ne pas le faire serait un risque de sécurité. C'est littéralement ce qu'on enseigne dans les bonnes pratiques de gouvernance des systèmes d'information. Mais l'effet pratique a été le même. Sans le mot de passe, sans quelqu'un qui sache naviguer le système, le portefeuille était effectivement aveugle pour toute échéance qui approchait, incluant évidemment l'annuité de l'olphaménil 47 le vendredi à 17h30. Ce qui s'est passé là n'était pas de la négligence de ma part. L'information existait dans le système, les alertes étaient configurées, les délais étaient documentés. Le problème était que l'accès au système avait été coupé en même temps que moi quand on avait révoqué mon badge. C'est une métaphore presque parfaite. Tu peux avoir toute l'information du monde organisée dans un système impeccable, mais si la seule personne qui sait naviguer ce système sort par la porte, l'information devient aussi inaccessible que si elle n'existait pas. Connaissance et accès. L'un ne suffit pas, il faut les deux. Novalène avait le système, elle n'avait plus l'accès. Parce que l'accès était dans ma tête, dans mes doigts, dans la mémoire musculaire de 13 ans, à faire le même processus, à l'affiner, à l'améliorer, à le rendre toujours plus efficace, jusqu'à ce qu'il semble simple. Et c'est quand il semble simple que les gens pensent que n'importe qui peut le faire. N'importe qui ne peut pas le faire, pas du jour au lendemain. Ce qui s'est passé a été une leçon coûteuse. Mais les leçons coûteuses sont celles qui restent. Novalène a aujourd'hui un protocole de succession pour les postes critiques de pays. Je le sais parce que j'ai participé, en tant que consultante, à la création de ce protocole. 4 pages de procédure, dont le transfert de connaissances, la double garde des mots de passe des systèmes critiques, et la documentation obligatoire de toutes les échéances actives. Le protocole a été créé après qu'ils ont failli perdre 12 millions d'euros de revenus annuels par manque de quelque chose de similaire. Parfois, l'apprentissage le plus durable vient de l'erreur la plus coûteuse. Et parfois, quand tu es assise dans ton salon lyonnais avec une tasse de thé du Yunnan et un livre, en regardant la lumière d'automne sur les toits de Lyon à 17h33 un vendredi de novembre, tu comprends que tout s'est passé exactement comme ça devait se passer. Pas de la façon dont tu l'aurais planifié, jamais de la façon dont tu l'aurais planifié, mais de la façon qui, au bout du compte, a du sens. Et c'est, finalement, tout ce qu'on peut espérer. Il y a une dernière image de cette histoire que je veux te laisser. 4 mois après la signature de l'accord, je suis allée à un colloque de propriété intellectuelle pharmaceutique à Paris. Le genre d'événement auquel j'allais toujours en tant qu'employée de Novalène, avec une carte de visite qui portait le nom de l'entreprise et mon titre en dessous de mon nom. Cette fois, j'y suis allée avec mes propres cartes. Marchais IP Conseil, fondatrice et directrice. Mon nom complet, mon adresse mail, mon numéro. À l'accueil, j'ai croisé un avocat pays que je connaissais, quelqu'un qui avait travaillé avec Novalène sur quelques projets au fil des années. Il m'a reconnue, salué, regardé ma nouvelle carte. « Tu as monté ta propre structure ?» a-t-il demandé. « Un cabinet de conseil », ai-je répondu, spécialisé dans les pharmaceutiques et le biotech. Il a hoché la tête avec ce geste qu'ont les gens quand ils comprennent quelque chose d'un coup. « J'ai une cliente qui a exactement besoin de ça. Je peux te la mettre en contact ?» Je lui ai donné une carte supplémentaire. Cette cliente est devenue le 4e contrat de Marchais IP Conseil. Et ce contrat m'a financé quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps d'organiser, parce qu'il y avait toujours une annuité à renouveler, un dépôt à compléter, une réunion à préparer. Je me suis accordé 2 semaines en mars, et je suis allée en Bretagne. Pas seulement rendre visite à ma mère, mais vraiment découvrir cette côte que je traversais en voiture depuis l'enfance, sans jamais m'y arrêter vraiment. J'ai marché sur des sentiers côtiers.
J'ai mangé des crêpes sans regarder l'heure. J'ai dormi sans réveil. Et à un moment, assise face à la mer à la pointe du Raz avec un café dans les mains, j'ai pensé au métro de Lyon à 7h40 et à la femme qui s'accrochait à la barre de métal froid, sans savoir que c'était son dernier jour avec le badge de Novalène. Cette femme ne savait pas ce qui allait arriver. Mais elle ne savait pas non plus ce qui viendrait ensuite. Personne ne le sait jamais vraiment. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à savoir ce qu'on vaut. Continuer à faire le travail avec le même sérieux qu'on lui a toujours apporté. Et faire confiance au fait que les choses finissent par se mettre à leur place. Même si le chemin entre le moment où tout s'effondre et le moment où tout se recompose est plus long et plus difficile qu'on ne l'espérait. Pour moi, ce chemin a duré presque 2 ans. Mais l'endroit où j'ai abouti vaut chaque pas qu'il a fallu pour y arriver. Et ça, au final, c'est tout ce qui compte. Quand je pense à Romain maintenant, je ne ressens pas de colère. Je ressens quelque chose qui ressemble davantage à de la compréhension. Romain avait 32 ans et il est arrivé chez Novalène avec toute l'énergie et la confiance que donnent de bonnes études et une expérience dans des firmes internationales au nom impressionnant. Il croyait sincèrement que ce qu'il apportait était supérieur à ce que j'avais. Ce n'était pas de la malveillance. C'était le genre d'aveuglement spécifique que produit un certain type de parcours professionnel quand tu n'as jamais eu à faire face aux conséquences réelles de décisions mal informées. Ce qui lui est arrivé chez Novalène a été sa première leçon coûteuse. Probablement pas la dernière, parce que c'est ainsi que fonctionne l'expérience. Elle arrive quand elle arrive, pas quand on la cherche. Des mois après son départ, j'ai appris qu'il avait rejoint un autre cabinet de conseil. Que dans ce cabinet, parmi ses responsabilités, il conseillait désormais des entreprises pharmaceutiques sur la gestion de leurs actifs de pays. J'espère que dans ce travail, il met en pratique ce qu'il a appris de la façon la plus difficile qui soit chez Novalène. Je ne le sais pas avec certitude, mais je veux le croire. Parce que le monde a suffisamment de gens qui apprennent la même leçon encore et encore sans l'intégrer. Ce dont il a besoin, ce sont davantage de personnes qui apprennent une fois, vraiment, avec tout le poids des conséquences, et qui construisent ensuite quelque chose de différent sur cette base. Moi, j'ai appris que mon travail valait plus qu'on ne me payait. C'était douloureux à apprendre, mais c'était aussi le fondement de tout ce qui a suivi. Romain a appris que le savoir spécialisé n'est ni décoratif, ni remplaçable à volonté. J'espère que cette leçon lui sera utile. Et Novalène a appris, ou du moins ses dirigeants ont appris, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'énergie qu'elle projette dans une salle de réunion. Elle se mesure à ce qui cesse de fonctionner quand elle n'est plus là. 3 leçons, un coût, un résultat. Et moi, avec mon cabinet, mes clients, mon nom sur la porte, les 2 semaines que je me suis accordée en Bretagne parce que personne ne pouvait me dire que je n'en avais pas le droit, j'ai été la seule dans toute cette histoire à en ressortir avec plus que ce que j'avais en entrant. C'est tout.